donc proposé une réflexion. Et cette réflexion, elle est proposée par l'association gnostique de recherche et d'études anthropologiques, c'est-à-dire l'association dont le local est ici. Et donc c'est au sujet du triomphe. Bon. Parce qu'on se dit que qui n'aimerait pas triompher dans la vie? Quand nous entreprenons quelque chose, c'est pour triompher, non? Les sportifs de haut niveau, ils font du sport pour triompher. À travers l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des guerriers qui ont fait la guerre pour triompher. Et quand on est jeune, quand nous sommes jeunes, nous sommes remplis de dynamisme. Et donc notre seul... nous ne pensons même pas d'ailleurs, et nous sentons que nous allons pouvoir sortir triomphants de toutes nos entreprises, de tout ce que nous allons faire. Après, quand on vieillit, bon. Les amoureux, on va dire que naturellement ils sont triomphants, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se lancer dans des aventures incroyables, parce qu'ils sont amoureux. Alors la personne défaitiste, la personne amère, la personne rancunière, etc., etc. Bon, cette personne, elle ne va pas connaître, c'est très difficile qu'elle connaisse le triomphe. Donc si, d'une manière générale, notre action, elle se trouve envenimée d'un certain nombre de ces substances, on va dire, c'est sûr qu'il ne va pas en sortir un triomphe extraordinaire. En tout cas, ce que nous savons, c'est que si nous entreprenons quelque chose, c'est pour triompher. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'être humain, nous avons entrepris beaucoup de choses et c'est tout à fait normal, c'est un droit, c'est le droit le plus normal de l'être humain, c'est d'avoir le droit au triomphe. Bon, le triomphe, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire. Bon, la victoire sur quoi? Parce qu'en général, il y a toujours victoire sur... C'est jamais comme ça tout seul, non? C'est la victoire sur quelque chose. La victoire sur un groupe de personnes. Donc, il y a des concurrents, il y a des ennemis. Bon, celui ou celle qui prend une barque et qui va traverser l'Atlantique tout seul face aux éléments, bon, il va sortir victorieux. D'ailleurs, il traverse l'Atlantique et puis bon, il arrive vivant de l'autre côté. Voilà. Donc il est sorti victorieux de son affaire. Et, mais bon, là, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de concurrents. Enfin, on va dire, il n'y a pas d'autres personnes avec lesquelles concourir, tout ça. Bon. Et donc, cette personne, on dit qu'elle sort victorieuse. Donc elle sort victorieuse, on va dire, d'une situation dans laquelle elle s'est trouvée en face de la mer, du vent, du soleil, bon, on va dire des éléments de la nature en général. Et puis, ben, cette personne, elle se trouve... bon, elle n'a pas de concurrent. Et donc, on dit qu'elle n'a pas de concurrent, mais pourtant, elle doit bien avoir, puisqu'on parle de triomphe, elle doit bien avoir quelques éléments sur lesquels triompher. Ces éléments, ça pourrait être la peur, ça pourrait être le défaitisme, ça pourrait être le découragement, l'envie d'arrêter, etc., etc. À qui ça n'est pas arrivé de se trouver découragé, alors qu'il a entrepris de faire quelque chose? L'envie d'abandonner. Et puis des fois, dans des cas, on arrive à la limite de la résistance physique, n'est-ce pas? Donc il y a des ennemis, ou des... oui, on va parler des ennemis comme ça, qui n'ont pas de consistance comme un être humain, non? Mais qui pourtant sont réels. Parce que ce sont des ennemis, on va dire, occultes, invisibles, avec nos yeux, mais que pourtant nous sentons bien. Qui peut dire qu'il ne connaît pas la peur? Ou qu'il n'a jamais ressenti la peur?
Et quand on a peur, ça nous fait reculer, non? Même s'il n'y a pas d'obstacle en face. Alors, des fois, il y a des obstacles. Hein. Bon. Il y a quelqu'un qui en veut, oui. On va plutôt l'éviter. Mais des fois, il n'y a pas d'obstacle. Et combien de projets, on va dire, dignes, généreux, abandonnés, parce que nous avons dit, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, etc., etc. Et ces ennemis, ils ont une grande puissance. Ils sont intelligents. Donc, on commence à se rendre compte que pour être des personnes triomphantes, ça n'est pas simplement une question uniquement extérieure. C'est aussi une question qui a à voir avec un monde invisible que nous avons l'habitude d'appeler psychologie. Est-ce que quelqu'un a... On se permet de parler d'un monde invisible, parce que est-ce que quelqu'un a vu un jour sa propre psychologie? Mais par contre, nous tous, nous pouvons dire que nous avons senti notre psychologie. Donc c'est une réalité, mais invisible. Qu'est-ce qui se passe chaque matin? Le soleil se lève, n'est-ce pas? Et le soleil, ça c'est l'exemple du triomphe. Parce que tous les matins, il envoie sa lumière, et vraiment le soleil, il exulte dans on va dire, dans une lumière sublime. Maintenant, on ne peut plus la regarder avec les yeux directement parce qu'il est devenu tellement fort qu'on risque de s'aveugler. Mais en tout cas, le reflet du soleil sur des arbres, sur des fleurs, sur des maisons, tout ça, tout ce que nous pouvons voir autour de nous, ça nous fait quelque chose, ça nous touche. La nature même ressent cette exultation du soleil. Et l'être humain fait partie de la nature, non? Oui ou non? Oui. L'être humain fait partie de la nature. Et qu'est-ce qui se passe le matin pour l'être humain? Est-ce qu'il exulte? Nous sommes bien obligés d'admettre que non. C'est rare. Il y a des fois, comme on dit, on se lève en pleine forme. Mais combien de fois nous allons nous lever du pied gauche, comme nous disons de façon populaire? Il y a un refrain par là qui dit arrête, je ne vais pas le chanter parce qu'il n'y a pas de chanson là-dessus. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Donc ça en dit long sur notre propre psychologie. Il y a au sujet du triomphe une réflexion que nous devons avoir. C'est que réellement la vie, c'est un triomphe. C'est-à-dire, l'apparition de la vie est un triomphe. Et l'être humain, il est le résultat d'un triomphe. Nous allons le voir tout de suite. Imaginons un peu le spermatozoïde qui nous a donné naissance. C'est bien fait, non? Et où est-ce que je suis en train de raconter Les scientifiques disent que nous sommes nés d'un spermatozoïde et d'un ovule. Donc ici, nous avons représenté l'organe créateur féminin, qui est très intéressant à étudier d'un point de vue on va dire, de ce moment particulier de ce qu'on appelle la fécondation. Donc, vous savez que quand, dans une éjaculation, l'homme perd 400, c'est ce que j'ai lu l'autre jour, 400 millions de spermatozoïdes. Moi j'avais lu avant que c'était plutôt 6 millions ou 7 millions. Alors maintenant c'est monté à 400 millions. Bon, disons que vous voyez de quel ordre
De quel nombre il s'agit, grosso modo? Des millions. Donc, tous ces spermatozoïdes vont être ici dans cette ambiance, dans une ambiance gélatineuse, acide, qui est celle du vagin, et ils vont rencontrer un premier obstacle qui est celui du col de l'utérus. Et là, c'est à peine croyable, mais il y en a à peine la moitié qui vont passer. C'est déjà pas mal, remarquez. Et il y a un grand mystère. Parce que le col de l'utérus, il est normalement encombré d'une... Bon, les scientifiques l'appellent un glaire cervical, c'est-à-dire une glu, qui ne laisse rien passer. Et au moment de l'ovulation, dite cervicale, qui encombre donc le col de l'utérus, devient plus souple et laisse passer au moment de l'ovulation. La lutte va être grande pour monter pour un spermatozoïde de l'utérus. Ça représente comme pour nous d'aller de ces millions qui ont pu passer, parce que la moitié de qui arrivent, juste autant les autres, ils sont morts. C'est-à-dire, ils ont perdu la vie, ils ont perdu la vitalité. De ces quelques milliers qui arrivent dans cette zone-là, il y en a une partie qui vont passer de ce côté-là, et une autre partie qui vont passer de ce côté-là. On va dire moitié-moitié, grosso modo. Et donc, évidemment, ceux qui sont partis de ce côté-là, pour ceux qui sont partis de ce côté-là, bah, c'est raté, oui. Ça ne va pas marcher. Donc, et là, le chemin est encore très long. De l'Afrique, il va falloir passer jusqu'en Asie. Le chemin est très long. De quelques milliers qui se trouvent là, qui entrent donc dans cette zone qu'on appelle la... Comment? Ah, la trompe de Fallope. Donc, il y a cette trompe de Fallope active, puisque là, on voit qu'il y a un ovule qui est sorti de l'ovaire et qui donc est sorti dans la trompe de Fallope pour être éventuellement fécondé. Donc, de ce millier de spermatozoïdes qui vont à la rencontre de l'ovule préparé, il y en a une petite centaine ou quelques centaines qui arrivent jusqu'au tour de l'ovule. L'ovule, il est entouré, il est enveloppé dans il est dans une enveloppe. Bon. Et donc, les spermatozoïdes vont pouvoir rentrer. Et donc, un certain nombre vont rentrer dans cette enveloppe. Ça n'est pas encore l'intérieur de l'ovule, mais ils vont rentrer dans cette enveloppe en sécrétant ce qu'on appelle des enzymes. Ces enzymes vont permettre d'abrir cette enveloppe et vont permettre que donc ces spermatozoïdes rentrent dans l'enveloppe. Et on va dire de cette petite centaine, peut-être, de spermatozoïdes qui rentrent à l'intérieur de l'enveloppe, il y en a un qui va rentrer à l'intérieur de l'ovule. Et à l'instant même où il y en a un qui rentre à l'intérieur de l'ovule, les parois de l'ovule se durcissent tellement qu'aucun autre spermatozoïde ne peut rentrer à ce moment-là. Donc il suffit qu'il y en ait un qui rentre et ça interdit à tous les autres de pouvoir rentrer. Donc, imaginez-vous de 400 millions, la lutte que c'est pour celui qui va rentrer et venir féconder l'ovule. D'abord, là on peut dire que c'est un grand triomphe. C'est pourquoi nous nous permettons de dire ce soir que oui, chacun de nous, notre existence, est le fruit d'un triomphe de la vie. De la vie sur la vie. Pratiquement, nous pouvons dire que le triomphe est un élément, est une substance qui est inhérente à la vie. C'est curieux de parler des triomphes en tant que substance. Bon, on entend de tout maintenant.
C'est une époque où beaucoup de portes se sont ouvertes et on peut commencer à entendre de beaucoup de choses. Et évidemment, pour que l'homme puisse réellement triompher selon les principes, selon les éléments que nous allons donner maintenant, il faut que cette substance qui appartient à la vie se libère. L'être humain, il est un élément de la vie. L'être humain, c'est de la vie, puisqu'il est né de la vie. Et donc, de ce fait-là, l'être humain contient, on va dire, les éléments du triomphe, la substance du triomphe. Voilà. Le triomphe inhérent à la vie. Le triomphe, c'est pratiquement une loi de la vie, parce que si la vie ne contient pas ça en elle, jamais on ne verra des arbres, jamais on ne verra des fleurs, jamais on ne verra apparaître tous ces poissons qui sont dans nos mers, jamais on ne verra apparaître des animaux, des petits chats, des girafes et tout ça, jamais, jamais, et des êtres humains, encore moins. Donc le triomphe, c'est une loi de la vie. Et le triomphe, c'est une substance. Chaque matin, le soleil, dont nous avons parlé tout à l'heure, il triomphe. Et chaque matin, donc, ce sont des triomphes répétés, on va dire. Et grâce à ces triomphes répétés, le soleil est capable de donner de la vie à toute une planète, et à chacun de nous, en particulier. Bon. Quand nous parlons du triomphe, on prend comme exemple le soleil, parce que c'est celui qui nous donne le meilleur exemple. Parce que notre triomphe, parce que nous avons droit au triomphe, notre triomphe doit avoir la qualité, doit avoir la saveur aussi, et la majesté du triomphe du soleil. Parce que dans la vie, on a entendu parler des triomphes militaires, n'est-ce pas? Qui ont laissé des traces dans la psyché humaine, catastrophiques, nous savons, parce qu'une guerre, c'est pas n'importe quoi, hein. Ceux qui doivent vivre ces événements-là restent réellement profondément traumatisés. On parle aussi d'un certain nombre de triomphes de certaines idées dogmatiques qui ont laissé des traces et, on va dire, du conditionnement, donc, à l'intérieur de la psyché humaine. Il y a aussi le terrible triomphe de celui qui se venge. On passe en revue tous ces triomphes qui, dans le fond, ne nous intéressent pas tellement. Mais il faut bien en parler, parce que comme il y a une confusion des termes, eh ben, il faut essayer de s'en sortir. Il y a aussi le triomphe de celui qui veut faire mieux que tous. Vous savez, il y a toujours des personnes qui veulent faire mieux que tous. Bon, on en a sûrement rencontré dans notre existence. Ou peut-être nous sommes un de ceux-là. Il y a le triomphe de celui qui veut imposer ses idées, le triomphe de celui qui impose son organisation, son ordre, et puis le triomphe de celui qui pense que le seul recours pour tous les problèmes de l'humanité, c'est lui. Au XXe siècle et XXIe siècle, on a parlé du triomphe de la machine, on a parlé du triomphe de la voiture, du triomphe de l'informatique, mais triomphe sur quoi et sur qui? Donc, quand on a donné donc, un titre à cette conférence, qui sont les clés du triomphe. Mais de quel triomphe? L'être humain porte en lui un certain nombre de valeurs. Des valeurs que nous disons solaires. Nous expliquerons pourquoi. Ces valeurs solaires se trouvent à l'état de possibilité. Et ces valeurs solaires se trouvent emmagasinées on va dire, dans cette partie mystérieuse qu'on appelle le cœur. Vous savez que le cœur est considéré dans un certain nombre d'enseignements, dans un certain nombre d'enseignements de philosophie, il est considéré comme le soleil de l'organisme. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Et c'est le siège de toutes ces valeurs dites solaires,
qui se trouve actuellement dans un état, on va dire, à l'état latent dans la nature humaine. Il y a quelque part un texte gnostique ancien qui dit la chose suivante. Triomphe éternel par les si nombreux chemins de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça, un triomphe éternel? Bon. Vous savez, on a beaucoup... Qu'est-ce qu'on pense que c'est l'éternité? On pense que l'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. Vrai ou pas? Ni début ni fin. Mais qu'est-ce qui, sur cette planète, n'a ni début ni fin? Même notre planète a eu un début et elle aura une fin. Même notre Soleil, il a eu un début et il aura une fin. Même notre univers a eu un début et il aura une fin. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'éternité? C'est vrai, c'est un problème, ça, non? Parce que ça, dans notre monde, ça n'existe pas, tout simplement. Mais pourtant, le mot existe. L'idée existe par là. Donc, un triomphe éternel, c'est un triomphe qui n'appartient pas à ce monde-là. Donc, c'est un triomphe qui appartient au monde de l'éternité. Mais où se trouve le monde de l'éternité? Voilà notre problème. Alors on va dire rapidement, et sans trop se compliquer, le monde de l'éternité se trouve à l'intérieur de l'être humain. Pourquoi l'être humain est un peu spécial? Bon, il est capable du pire, mais il est capable du meilleur aussi. Bon, on voit qu'il est capable du pire, beaucoup, mais bon, il est capable du meilleur, certainement, et on sait qu'il y a des exemples d'êtres humains qui ont montré cette capacité de faire les meilleures choses du monde. Donc, ce triomphe dont nous parlons, c'est le triomphe éternel. Peut-être un peu osé, non, de parler de ça. Et pour pouvoir donc vivre cette expérience du triomphe éternel, il nous faut pouvoir sortir cette substance dont nous avons parlé tout à l'heure et qu'on a appelé le triomphe. Alors, comment on va faire pour libérer cette substance? Parce que c'est intéressant, non? De pouvoir savoir comment faire pour triompher de cette manière dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas de triomphe par la violence, car il ne s'agit pas de triomphe par la force, car il ne s'agit pas de triomphe par la contrainte. Il s'agit d'un autre type de triomphe. Le triomphe des valeurs solaires de l'être humain. Alors, l'être humain, on va maintenant essayer d'étudier pour comment faire pour ça. Donc l'être humain, il a 3 formes de vie. Vous savez lesquelles? C'est très simple ce qu'on va dire maintenant. Je pense que personne ne peut nous dire le contraire. L'être humain, il a une vie sociale. C'est-à-dire, bon, nous avons des relations avec tous nos semblables. Et puis on vit dans une société, on vit dans un monde, il est ce qu'il est, et on a des choses à faire, on a des obligations, on a des devoirs, et puis on a des droits aussi. Ça, c'est la vie sociale. Mais l'être humain aussi, il a une vie biologique, c'est-à-dire la vie de l'organisme. Cette vie que de temps à autre on s'y intéresse. Pourquoi? Pourquoi on s'y intéresse? Parce que nous sommes malades. Quand nous sommes malades, nous nous intéressons à la vie biologique. Sinon, tout va bien. On y pense. Et nous avons la vie intérieure. C'est-à-dire, tout à l'heure on parlait de la psychologie, le monde de la psychologie. Donc ça c'est notre vie intérieure.
une pensée, un sentiment, une émotion, un état, n'importe lequel, un état intérieur, une petite dépression par-ci, une petite joie par-là. Tout cela constitue notre vie intérieure. Et nous ne pouvons pas nier que nous avons une vie intérieure. Qui, ici, se lèverait pour nous dire non, ça n'existe pas? Bon, personne. Donc ça va. Alors, dans ces trois modes de vie, on peut dire que l'être humain, grosso modo, on peut le réduire à ça pour l'instant. Dans ces trois modes de vie, nous avons, dans ces trois vies, nous avons deux manières de faire. Donc, dans la vie sociale, nous avons, et qui va me dire le contraire, des événements agréables et des événements désagréables. Dans la vie biologique, nous avons la santé, mais nous avons la maladie. Et dans la vie intérieure, nous avons des états agréables et des états désagréables. Une tristesse, on va mettre ça du côté un peu du désagréable, non? Quand on était enfant, qu'il fallait retourner à l'école, vous savez, après 2 ou 3 mois de vacances, on avait été content, on était à la campagne tout le temps, et puis il fallait retourner à l'école. Qu'est-ce qui nous arrivait? On disait, oh, j'ai le cafard. Ah oui, il paraît que maintenant, il y a des enfants qui adorent retourner à l'école. Bon, moi, ça m'a toujours surpris. Mais bon, en tout cas, ce sont des états intérieurs que la personne, elle est avec ça, puis elle ne sait pas quoi faire. Quand on est amoureux, oh, c'est un état intérieur agréable. Mais le jour où on vient à se disputer, ben, c'est totalement désagréable, non? Bon, dans la vie sociale, on a des événements agréables et des événements désagréables. Bon, quand on perd son travail, c'est désagréable. Quand on retrouve un travail, c'est agréable. Oui ou non? C'est des situations de la vie, elles sont comme ça. Bon, et puis ben, dans notre vie biologique, si nous avons de la santé, c'est bien. Mais si nous sommes malades, ça ne va pas. Voilà. Donc, on vit entre deux choses qu'on appelle le plaisir et la souffrance. Et donc, ce que nous avons considéré comme le triomphe souvent, c'est le triomphe, c'est ce qui nous permet d'obtenir toutes ces situations, tous ces états qui vont nous apporter du plaisir. Et donc, nous pensons que si une situation nous apporte de la douleur, ça veut dire que nous avons pratiquement échoué. C'est un échec. Bon. Donc, là, on va parler du véritable triomphe. Le véritable triomphe, là, comment dire, il reste triomphe, même s'il y a un échec, même s'il y a une réussite. On parle du véritable triomphe. C'est-à-dire, on parle de quelque chose que peut-être nous ne connaissons pas. Moi-même, que je ne connais pas. Et bon, on en parle. Parce qu'il faut bien en parler, parce que c'est comme ça aussi. Vous savez, ce qu'on appelle la douleur, on va dire pratiquement, c'est l'ombre de la souffrance, du plaisir. La souffrance, c'est l'ombre du plaisir. C'est-à-dire que nous avons tendance d'ailleurs à lutter dans la vie quotidienne, toute notre vie, à la recherche du plaisir, des satisfactions. Et pratiquement, nous pouvons dire aussi que à l'ombre du plaisir et de la satisfaction est en train de se cacher ce qu'on appelle la douleur. Donc, derrière, voilà, cette question de la douleur, bon, on pourrait dire pratiquement qu'elle est là pour nous montrer que le véritable triomphe n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre.
Parce que si la douleur est à l'ombre vient derrière le plaisir, est-ce que le fait d'avoir acquis cette grande satisfaction qui nous apporte tellement de plaisir, est-ce que c'est un triomphe? Parce qu'après cette grande satisfaction va arriver la douleur. Nous n'avons pas remarqué, nous tous, que dans notre vie quotidienne, on passe toujours, on va dire, d'un extrême à l'autre. Il y a des jours, oh là là, on voudrait que ça dure, hein? On voudrait que ça dure et ça dure. Et puis il y a d'autres jours, on voudrait que ça cesse très vite. Non? C'est comme ça, non? Là, on parle de choses vraiment de la vie quotidienne. Vous savez que les grandes choses de l'être humain se cachent derrière les détails de la vie quotidienne. Alors là, nous sommes en train de parler de petits détails de la vie quotidienne, mais dans lesquels se cachent de grandes choses qui appartiennent en propre à l'être humain. Alors, comment activer ce monde du triomphe? Et on va dire du triomphe véritable. Parce qu'apparemment, cette histoire de réussir un jour, et puis le lendemain, on perd tout parce qu'on n'a pas su faire, c'est pas... ça ne convient à personne. On tombe amoureux, quelques mois après on se dispute. C'est un échec. Voilà. Donc, comment passer au-delà de ça? Nous avons tous le droit au véritable triomphe. Pour arriver au véritable triomphe, il faut donc, comme nous disions tout à l'heure, il faut dégager cette substance, il faut libérer cette substance qu'on appelle, que ce soir nous appellerons triomphe. Certains de ces atomes, de cette substance, se trouvent dans le cœur. On peut dire que les atomes de cette substance se trouvent dans le cœur humain. Et donc, en activant ces atomes, oui, nous allons mettre en activité tout ce monde du triomphe. Et donc là, on va parler du triomphe solaire. Parce que c'est le triomphe des valeurs du cœur, et le cœur, c'est le soleil de l'organisme. De la même manière qu'il y a un cœur pour notre système solaire qu'on appelle le soleil, eh bien, nous qui sommes un petit système, nous avons aussi un soleil qui s'appelle le cœur. Et dans ce cœur se trouvent toutes les valeurs solaires de l'être humain. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces valeurs? On trouve une grande valeur qu'on appelle la connaissance. Illuminer les mystères de la vie et de la mort. Tout à l'heure, on a raconté une histoire qui est celle du début de chacun de nous, quand il y a la fécondation. Et on va dire que nous avons la possibilité de pouvoir connaître réellement par nous-mêmes ce début de notre existence. C'est-à-dire vraiment la première cellule. Nous avons cette possibilité. Cette possibilité se trouve enfermée à l'intérieur. C'est une possibilité solaire de l'être humain. Elle se trouve enfermée à l'intérieur de l'être humain, de son cœur. On va trouver dans ces valeurs aussi savoir encourager la vie sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Alors vous allez me dire d'un cafard. Bon. Est-ce que c'est agréable d'avoir un cafard chez soi? Ou une souris? Une souris qui apparaît dans la salle à manger ou dans la chambre, et puis qui va monter sur le lit. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Et si certains d'entre nous ont peur des serpents, imaginez un serpent qui arrive chez nous.
Bon. On ne laisse pas nous attaquer. On trouve dans ces valeurs solaires ce qu'on appelle la chaleur équilibrée, cette chaleur humaine. Vous savez que notre monde actuellement souffre d'une froideur très grande. Et donc, l'être humain, nous tous les êtres humains, nous avons besoin de cette chaleur. Mais bon, avant de la réclamer aux autres, nous avons toutes les possibilités, nous, de la faire jaillir, surgir à l'intérieur de nous. L'optimisme, ah oui, qu'est-ce que c'est triste le matin quand on est bourré de toutes les préoccupations des 2 jours avant et de toutes les semaines qui vont venir. Non, ça, c'est pas, on va dire ça, c'est pas une vie. Le réalisme, savoir être logique dans la vie. L'enthousiasme. Comment peut-on faire quelque chose si nous n'avons pas d'enthousiasme? Savoir oser. Vous savez qu'il y a beaucoup de belles entreprises qui se sont achevées parce que nous n'avons pas osé. Et le respect de la nature. Bon, qui revient à parler d'encourager la vie sous toutes ses formes. Voilà, on a représenté, c'est une représentation, hein, bien sûr. Ça passe forcément cette forme-là. C'est un symbole d'un de ces atomes de cette force triomphante. Cet atome qu'on a représenté comme un triangle. Un triangle qui a une pointe dans la vie intérieure de chacun de nous, qui a une pointe dans notre vie biologique, et qui a une pointe aussi dans notre vie sociale. C'est-à-dire que cet atome va pouvoir se développer totalement si on prend en compte tous les aspects de notre vie intérieure, tous les aspects de la vie sociale et tous les aspects de notre vie biologique. Donc, dans le domaine de la vie sociale, on commencera par celui-là. Donc, dans le domaine de, on va dire en synthèse, nous avons besoin d'acquérir ce qu'on appelle une philosophie de vie. Et pour nous permettre de passer de ce qu'on appelle de l'égocentrisme à l'héliocentrisme. L'héliocentrisme. Hélio, c'est un terme, hélios, c'est un terme grec qui veut dire soleil. Donc, passer de l'égocentrisme à l'héliocentrisme. Donc, c'est-à-dire que le centre de l'action humaine devient cet ensemble de valeurs solaires qui se trouvent à l'état latent dans notre cœur. Excusez-moi, juste ça, Hélios, en grec, vous l'écrivez comment? H, en grec, alors là, disons, on va dire francisé, c'est avec un H, un E, L-I-O-S. Nous pouvons faire pour acquérir un peu de philosophie dans la vie. C'est-à-dire que il nous faut apprendre à devenir des philosophes. Mais vous savez, la philosophie, on l'a laissée aux philosophes, comme on dit. C'est-à-dire aux gens qui écrivent des livres de philosophie. Mais vous savez que la philosophie, c'est le propre de l'homme, et ce n'est pas le propre de spécialistes, dits professeurs de philosophie. C'est le propre de chacun de nous que de nous intéresser à la philosophie. C'est-à-dire devenir des philosophes de la vie. Par exemple, cette philosophie de la vie, qui va nous permettre de développer ces atomes, nous indique qu'il nous faut apprendre à éliminer la critique. Oui, ça c'est compliqué parce que, franchement, pratiquement, nous pouvons dire que c'est la chose que nous aimons le plus.
critiquer. Est-ce que je me trompe en disant ça? L'utilisation de la parole. Vous savez que la parole, c'est un instrument très puissant, dont on connaît. On n'a pas encore fini de parler de sa puissance. Et la parole peut guérir. Mais une parole peut blesser. Et même peut tuer. Pourquoi pas? En tout cas, mettre quelqu'un dans une grande dépression. Mais une parole peut guérir quelqu'un, peut l'encourager, lui apporter cet élément dont il a besoin pour passer une épreuve, par exemple. Un bon professeur, c'est un professeur qui encourage ses élèves, mais qui sait reconnaître celui qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère. Quelque chose qui peut-être nous coûterait beaucoup, mais qui fait partie aussi de cette exigence, de cette philosophie de vie, c'est apprendre à accepter le point de vue des autres. Vous savez ce que nous faisons en général avec le point de vue des autres? Qu'est-ce que nous faisons? Nous discutons. Nous organisons des discussions. Et moi j'ai raison. Et toi tu as raison. Et moi j'ai raison. Et toi tu as raison. Bon. Le ping-pong, c'est le ping-pong, mais c'est autre chose, c'est un autre art. Là, on parle de quelque chose, on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, si on aspire à connaître cette philosophie de vie un peu spéciale, qui va nous permettre de pouvoir devenir des philosophes, eh bien oui, ce genre de choses, il faut apprendre à les laisser. Mais c'est vrai que on nous a pas beaucoup appris à le faire jusqu'à maintenant, non? Apprendre à respecter la religion d'autrui, ou la vision philosophique de n'importe qui. On discute. C'est plus pratique de discuter. Autre chose, pour devenir un bon philosophe. Et vous voyez, ce n'est pas une question d'être professeur de philosophie et d'avoir passé des examens de philosophie à l'université. La philosophie est dans la nature des choses. Apprendre à accepter chacun tel qu'il est. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'est-ce que nous avons envie de faire? Ou qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous portons des jugements. Nous disons, lui il fait mal. Bon, et puis des fois on dit, lui il fait bien. Mais ça nous coûte d'accepter chacun tel qu'il est. Et vous savez ce qu'ils ont actuellement, quand ils... Bon, vous savez que dans la vie sociale, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont un peu moins riches, d'autres qui sont encore moins riches, mais moins des pauvres. Hein. Voilà. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire, nous, on se met n'importe où, quel que soit l'échelon social sur lequel nous nous trouvons. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de regarder ceux qui ont moins que nous, pour pouvoir nous plaindre. Parce que on aime bien se plaindre. Il y a quelque chose en nous qui aime bien se plaindre. Jamais on va avoir excusez-moi. On va regarder ceux qui ont plus que nous, pour pouvoir se plaindre. Oui. Des fois, on manque de logique. Hein. Et donc, on va jamais aller voir celui qui a moins que nous. Parce que si on va voir celui qui a moins que nous, en général, on se débrouille pour dire, celui-là, il l'a mérité, celui-là, je ne sais quoi, pour s'en sortir bien. Mais des fois aussi, on va se dire, aïe, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, celui-là, ou je ne sais quoi. Et puis finalement, on va passer le coin de la rue et on va oublier. Pour devenir des philosophes complets, un jour, nous pouvons en arriver, et il y en a qui sont devenus des philosophes complets dans ce sens, à nous rendre compte que n'importe quelle expression de vie dans l'univers est faite de la même pâte que la vie que nous avons.
Alors ça. Bon. La vie biologique. Il y a un grand mystère dans la vie biologique qui vaut la peine qu'on le détaille un petit peu. On va parler d'un mot que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler, mais peu importe. C'est le prana. Le prana, c'est un mot sanskrit. Ne vous en faites pas, c'est pas compliqué du tout. Le prana, c'est ce qui est contenu dans l'air et qui nous donne de la vie. Parce que nous savons tous que si nous ne respirons pas 2-3 minutes, ça y est, hein, c'est terminé. Donc, il y a dans l'air quelque chose, une expression de la vie qui permet d'alimenter cette vie que nous avons, tout le temps. Donc ça, c'est le prana. Dans certaines sociétés antiques, on a étudié dans des écoles, on va dire spécialisées, pour le développement des valeurs solaires de l'être humain. École solaire, donc. Eh bien, on a étudié la magie pranique, la science pranique. La science pranique n'est-il ni plus ni moins que apprendre à respirer totalement. Ce que nous pouvons dire, c'est que la respiration que nous avons actuellement, c'est une respiration qui ne nous permet pas d'avoir une vie pleine et complète. C'est une respiration qui nous permet d'avoir une biologie à peu près en équilibre. Mais dès qu'il y a un virus qui passe par là, poum, il rentre et il en fait son affaire. C'est-à-dire, c'est une vitalité que nous avons qui est un peu pauvre du fait seul de la respiration. Dans ces écoles, on a enseigné cette science. Alors pour enseigner cette science, pour enseigner la magie de la respiration, on parlait quand même de quelque chose de très important, qu'on appelle le caducée de Mercure. Le caducée de Mercure, on le voit sur beaucoup de frontons de grands édifices, ici à Paris et dans toutes les villes du monde. Ah ben, la colonne de la Bastille, hein, en haut, il y a un personnage, je ne sais pas si vous avez vu, il tient dans sa main cet objet. Bon, il est un peu plus, peut-être un peu plus stylisé, d'accord, mais c'est cet objet qu'il tient dans la main. Et donc, c'est pourquoi tous les Parisiens, quand ils voient ce personnage, ils disent c'est le dieu Mercure. Et cet objet-là s'appelle, ce symbole-là s'appelle le caducée de Mercure. Et ce caducée, c'est un aspect de l'anatomie occulte de l'être humain. Qu'est-ce qu'on appelle dans l'anatomie occulte de l'être humain? C'est-à-dire, il y a l'anatomie visible, mais il y a aussi une anatomie occulte, invisible. En tout cas, pas visible avec ces yeux-là. Et dans l'anatomie occulte, on trouve ce caducée. Ce caducée, donc, il est constitué d'un bâton vertical, et ce bâton vertical symbolise la colonne vertébrale. Et ces deux fils qui s'enroulent comme ça autour de cette colonne vertébrale sont deux cordons connus comme, ils ont un nom sanskrit. C'était bien connu par les hindous, dans les écoles hindoues. On a très bien étudié toute cette science. Et donc, qu'on appelle Ida et Pingala. Voilà. Et donc, c'est grâce à ces deux cordons qu'il y a une liaison occulte entre la partie basse de l'organisme et la partie haute de notre organisme. C'est-à-dire le coccyx, qui est relié par des fils qui appartiennent aussi à l'anatomie occulte, des fils invisibles donc aux organes sexuels. Et donc, ce coccyx est relié par ces deux cordons jusqu'à la tête. Alors, dans ces écoles anciennes, on apprenait que
quand on apprend à respirer, quand on apprend la science de la respiration. Et la science de la respiration, nous tous, nous savons faire. Simplement, c'est de faire qui nous manque, mais nous savons faire. Parce que de respirer, bon, on sait respirer un petit peu, vous voyez. S'échappe de cette zone qui est en bas de la colonne vertébrale, est capable de, dans une bonne respiration, sont capables de s'échapper un certain nombre d'éléments spéciaux qui montent jusqu'à la tête et qui vont alimenter jusqu'au cœur et raviver toutes ces vertus, toutes ces facultés solaires qui se trouvent enfermées à l'intérieur du cœur. Cette force triomphante qui se trouve enfermée à l'intérieur du cœur. Donc il y a une relation intime entre ce qui est en bas. Ce qui est en bas, on y trouve les organes créateurs de l'être humain, que ce soit les messieurs ou les dames. Donc, il y a ces organes créateurs, et donc de ces organes créateurs peuvent, dans certaines conditions, peuvent s'échapper un certain nombre d'éléments, un fluide ou une substance qui va venir vitaliser, en passant par ce canal-là, jusqu'à la tête et jusqu'au cœur. Vous savez de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de cet atome. Donc on a parlé de la vie sociale, que là, nous allons devenir des philosophes. Il est nécessaire que nous devenions des philosophes. Ici, nous allons apprendre ce que nous appelons la science pranique, c'est-à-dire la connaissance occulte de notre organisme humain. Et la vie intérieure. Oui, nous avons une vie intérieure. Nous avons une vie intérieure très riche, avec beaucoup d'éléments. Nous oublions souvent cette vie intérieure. Et pourtant, cette vie intérieure nous rappelle toujours à l'ordre. Parce que quand on souffre de certains états psychologiques, c'est que la vie intérieure nous appelle. Quand on souffre parce que quelqu'un nous a critiqué, que ça nous fait souffrir, oui, la vie intérieure nous rappelle. Donc, à l'intérieur de nous, il y a des principes en action. C'est pourquoi dans ce qu'on appelle la vie intérieure, et pour pouvoir donc, dans ce que nous avons commencé à expliquer du triangle, donc pour pouvoir compléter totalement ce triangle, il va nous falloir apprendre à vivre internement, de façon, on va dire, consciente de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes à peu près conscients de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais de ce qui se passe à l'intérieur de nous, non. Non, parce que si nous fermons les yeux, nous ne voyons rien. Et puis quand les choses sortent, on ne sait pas pourquoi. On est de mauvaise humeur, nous ne savons pas pourquoi. Bon, des fois, on va dire, ouais, c'est parce que l'autre, il m'a critiqué. Mais des fois, c'est même pas parce que l'autre nous a critiqué. Et de toute façon, l'état intérieur, c'est nous qui l'avons. C'est pas l'autre qui nous a critiqué, c'est nous qui l'avons. Donc, dans la vie intérieure, il y a un aspect très important qu'on appelle la connaissance de soi-même. Et pour se connaître soi-même, il y a un élément très important qu'on appelle l'observation de soi-même. Donc, grâce à l'observation de soi-même, on va connaître tous nos travers. Vous voyez, nous avons des travers. On a des situations psychologiques qu'on va appeler des travers. Parce qu'il y a des travers avouables, mais il y a des travers inavouables, qu'on arrive à peine à s'avouer soi-même. Que quand on y pense, on a honte. Il dit vrai. Enfin, c'est vrai ou pas ce que nous sommes en train de... Dans la vie intérieure, on va trouver la méditation. La méditation, c'est la chose la plus simple du monde. C'est la chose il suffit de fermer les yeux, il suffit d'être dans un endroit tranquille et de de tout oublier, de tout laisser de côté. Préoccupations, rendez-vous, les devoirs, etc., etc. Dans cette vie intérieure, nous allons faire l'expérience de la félicité, qui est le véritable triomphe. Qui est ce triomphe auquel tout être humain
aspire ou un jour a aspiré. Et aussi dans cette vie intérieure, nous allons trouver ce que nous appelons l'union à la grande réalité. La grande réalité, c'est de là qu'a surgi tous les univers, toutes les galaxies, toutes les planètes. Tout ça, c'est sorti d'un énorme ventre. C'est un peu bizarre, non? De parler d'un énorme ventre comme ça. Hein? Comme si c'était sorti du ventre d'une femme, non? Sorti d'un énorme ventre. Donc c'est ça la grande réalité. C'est au-delà des univers. Parce que les univers, ils ont une origine. Parce que sinon, il y a une origine. Laquelle? En conclusion, nous avons voulu ce soir faire une réflexion sur cette question de triompher, les clés du triomphe. Nous avons donné un certain nombre, oui, c'est peut-être beaucoup ce qu'on a donné ce soir, beaucoup de clés pour pouvoir commencer à réaliser un triomphe dans notre vie. Parce que triomphe, ça ne veut pas dire être le meilleur. Triomphe, ça ne veut pas dire être, passer au-dessus de tout le monde, marcher sur tout le monde. Parce que ça, c'est comme ça que ça a été compris depuis bien, bien longtemps. Mais là, nous parlons d'un triomphe très spécifique de l'être humain qui triomphe sur, on va dire, sur lui-même, d'un certain nombre de valeurs de déséquilibre pour laisser surgir ces valeurs solaires qui sont les véritables valeurs du triomphe de l'être humain. On sait qu'en une heure, nous n'avons pas le temps de parler de beaucoup de choses, on a parlé rapidement, puis peut-être c'est beaucoup quoi. C'est pourquoi toujours nous proposons, parce que notre association c'est une association qui parle de ça, qui parle de ce besoin de l'être humain à s'accomplir totalement. Et donc, nous savons que cette chose-là, elle n'est pas simple non plus. Et donc, c'est pourquoi nous proposons toujours des cours d'information, de formation, de tout. On y fait de tout dans ces cours. Bon, certains d'entre vous connaissent ces cours et savent ce qu'on y fait. Donc, nous proposons des cours, et bien entendu, ces cours sont absolument gratuits, parce que, bon, ici, ce local, on ne nous le donne pas, vous savez. On le loue. Bon. Il y a un groupe de personnes qui appartiennent, on va dire, qui forment le noyau de notre association, et qui, donc, assument la location de ce local. Mais une personne qui vient pour s'informer, bon, elle vient, puis voilà. Donc, pour dire que la location d'un local comme celui-là, ça ne nous est pas donné. Donc il y a un certain nombre de personnes qui font cet effort pour la location de ce local mensuel. Voilà. Enfin, ça c'était pour expliquer, parce que chacun est en droit de se poser la question, mais d'où sortent-ils ce local? Voilà. Donc, ce local, on ne sort de rien, mais bon, on est allé chercher et on a signé un contrat de location et on le loue depuis 7 années maintenant. Voilà. Voilà ce que nous voulions dire ce soir. Il y a beaucoup de choses, même au niveau de l'organisation des cours que nous n'avons pas dit, mais aussi sur le thème lui-même. Posez vos questions s'il vous plaît, parce que si vous en avez. Si vous en avez. Une question. Oui. Pourquoi ça s'appelle caducée de Mercure? Est-ce qu'il y a une raison par rapport à la couleur, au rouge? Moi je dis au rouge, je ne sais pas si c'est le rouge. Ça me paraît comme ça. Oui, parce que le mercure, c'est le, comment on appelle ça? Ah, l'argent. c'est l'argent, c'est l'argent, oui, c'est l'argent. Il y a une couleur symbolique ésotérique, c'est rouge, non? Je sais pas. Alors, bon, mais pourquoi on l'appelle le caducée de Mercure? Vous savez, le dieu Mercure, c'est un dieu qui assume Bon, là, on est en train de parler de la
La mythologie, non? La mythologie, bon, la mythologie, elle parle, on pense que c'est des histoires qu'ont racontées les anciens, bon, comme ça, pour passer le temps, pour laisser, bon, pour faire de la poésie, bon, voilà. Donc, à cette époque, ils n'étaient pas si fous. Je ne veux pas dire, maintenant on n'est pas fous non plus, mais c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'à cette époque-là, ils étaient un peu, bon, il y avait beaucoup d'imagination, je ne sais pas quoi, bon, etc. Bon. En fait, ces gens-là, ils ont raconté ce que nous avons raconté ce soir, ils l'ont raconté, mais symboliquement, mythologiquement. Il faudrait faire une longue explication pour passer de l'un à l'autre, bien entendu. Mercure, on dit que c'est l'envoyé des dieux. Toujours. Ouais, ou le messager des dieux. D'ailleurs, les dieux, ils sont là-haut, non? Donc le messager des dieux, il est en bas. Il est là, avec nous. Bon, alors maintenant, on va parler en termes de notre époque. C'est pas que c'est un homme, c'est pas un homme. Parce que la mythologie, toutes les mythologies de toutes les traditions, ce sont des représentations, des possibilités infinies de l'être humain. Donc quand on parle du dieu Mercure, le dieu Mercure, c'est un principe qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Donc c'est un principe qui réunit, on va dire, Dieu, la divinité, bon, enfin, on parlait de la grande réalité tout à l'heure, voilà ça, qui n'a pas de nom, on ne sait pas. On sait pousser, on ne sait pas ce que c'est, mais bon. Qui relie donc ça à l'être humain. Mais ce que nous venons dire, ça, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'être humain. Qui surtout, l'être humain est en liaison avec ça. Donc à l'intérieur de l'être humain, ce messager qui va envoyer depuis cette zone qu'on appelle la grande réalité, jusque dans la partie la plus dense de la partie humaine, c'est Mercure. Et donc il est tout à fait normal de retrouver donc Mercure dans le caducée, parce que le caducée, qu'est-ce qu'il fait? Il relie ce qui est en bas, hein, c'est parce qu'on parle de l'anatomie occulte, hein, dans l'anatomie occulte de l'être humain, ce caducée, il relie ce qui est en bas à ce qui est en haut. Donc ce qui est en haut représente, et évidemment, ici en haut, vous savez, on va tout dire, parce que sinon on dit les choses qu'à moitié, mais ici, en haut, nous avons un organe bien connu de tous les gens qui s'occupent de médecine, qui s'occupent de biologie, qui s'occupent de physiologie, qu'on appelle la glande pinéale. Les scientifiques la connaissent sous le nom de épiphyse. Mais nous tous qui sommes ici présents, nous sommes présents ici parce que nous avons une glande pinéale. Elle est juste sous la fontanelle. Vous savez ce que c'est la fontanelle? C'est cet espace quand les enfants naissent, dans le crâne n'est pas entièrement formé. Il y a une zone du crâne qui est recouverte simplement d'une peau. Bon, cette zone-là est appelée la fontanelle. Et juste dessous cette fontanelle se trouve la glande pinéale. C'est un organe merveilleux. Parce que cette glande pinéale reçoit, on va dire directement, on va dire tout ce qui arrive. Parce que vous pensez bien que l'être humain, il n'est pas tout seul comme ça. Il reçoit les influences, non seulement de la planète, mais il reçoit les influences de toutes les planètes et de tous les univers, de toutes les galaxies. Et c'est cette glande qui a le grand pouvoir de canaliser toutes ces influences, qui, en synthèse, nous les appelons harmonie. Oui, parce que le cosmos est harmonieux. Ce qui n'est pas harmonieux, c'est l'être humain. Donc ce que nous recevons du cosmos est absolument harmonieux. Cette glande pinéale reçoit cette harmonie et permet que elle transforme cette harmonie en une hormone, qui est une hormone miraculeuse, qu'on appelle la sérotonine.
et qui est à l'origine de toute la vie sexuelle de l'être humain. C'est pourquoi quand il y a du soleil, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quand il y a du soleil, peut-être pas des canicules, mais quand il y a du soleil, on se sent bien. Oui, parce que cette glande reçoit un peu plus de ces influences cosmiques et envoie donc dans toutes les parties de l'organisme, et en particulier dans les organes sexuels, un peu plus d'impulsion, et ça donne comme résultat plus d'optimisme, plus d'envie de faire des choses, plus d'envie de se bouger, etc. Donc, dans l'anatomie humaine, on a vraiment cette liaison entre le haut et le bas. Et ce qui fait cette liaison entre le haut et le bas, c'est le caducée de Mercure. Alors, quelle relation avec le métal maintenant? Le mercure, c'est un liquide, non? C'est un liquide brillant, comme un miroir. Il y a bien longtemps, il y avait des gens, ici à Paris, qui ont raconté des histoires incroyables. Et ils ont parlé du mercure philosophal. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mercure philosophal? Le mercure philosophal, c'est un liquide. Mais c'est un liquide métallique, parce que c'est le mercure. Et c'est un mercure, c'est un liquide dans lequel on peut se refléter totalement, puisque c'est un miroir. Et ces gens, à cette époque, il y a bien longtemps, qui parlaient du mercure philosophal, qu'on appelait les alchimistes, et qui avaient leur école, un centre très important ici à Paris, il y a bien longtemps, maintenant il n'y a plus rien. Eh bien, ces alchimistes, ils parlaient de quelque chose de la vie humaine, de l'organisme humain, de la biologie humaine. Et quand ils ont voulu parler de ce mystère dont nous avons parlé de façon si légère ce soir et si pratique ce soir, parce qu'on peut en parler comme ça maintenant, à cette époque-là, ils ne pouvaient pas en parler de façon si claire, parce que vous savez, il y avait des gens qui étaient très opposés à entendre parler de ces choses-là. Et en particulier, il y avait l'Inquisition. L'Inquisition ne voulait pas qu'on parle de ces choses-là. Maintenant, l'Inquisition n'existe pas. Donc, nous, on peut en parler de cette manière-là, mais eux, ils ne pouvaient pas en parler. Donc, ils en ont parlé de manière symbolique. Et donc, ce que nous avons dans nos organes sexuels, ou dans nos organes créateurs, c'est le mercure de la philosophie, le mercure philosophal. C'est ce mercure qui nous permet de devenir de véritables philosophes, au sens propre du terme. Non pas des philosophes de bibliothèque, parce que ça n'intéresse pas la philosophie universelle. Ce qui intéresse la philosophie universelle, c'est les philosophes en chair et en os, qui pratiquent réellement la philosophie de la vie. Et la philosophie de la vie, on l'a vu en synthèse, voilà, on en a la synthèse ici. Bon. Je ne sais pas si on a répondu, on a essayé de donner des éléments. Oui. Question qu'on peut savoir. À propos des cours, s'il faut prendre des cours, c'est immédiat ou c'est à partir de demain ou c'est... Oui. Donc si certains veulent commencer un cours, nous leur donnons rendez-vous vendredi. Donc ça ne veut pas dire que ça... Et cet été, en fait, il est de quelle origine? Samael Anber. Anber, ouais. Oui. Il est de quelle origine? C'est colombien. D'accord. Et il a fait quoi dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit beaucoup de livres sur ce dont nous avons parlé ce soir, et qui, en synthèse, c'est la culture gnostique. D'accord. Voilà. Donc cet homme-là a consacré sa vie entière à parler de la culture gnostique. C'est lui le créateur alors? C'est lui le fondateur
toutes les institutions, il y a des institutions gnostiques à travers le monde maintenant, c'est lui qui est le fondateur, qui est l'impulsateur de toutes ces institutions à travers le monde. Donc quand on parle de gnose, en fait, ça se réfère à lui, à ses enseignements de base. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui, parce que, bon, la culture gnostique, elle a ça d'un peu particulière, c'est qu'elle s'adapte à chaque époque. Et l'enseignement qui va être donné à chaque époque, il est adapté aux personnes et aux êtres humains de cette époque. C'est pourquoi, sans dire que ce qui est avant est caduque, mais il y a beaucoup de... C'est-à-dire que ce qui est avant est la confirmation est dit et on va dévoiler à notre époque. Qui a dévoilé tout de la vie humaine, c'est qui donc a vécu en tête en 1977. D'accord. Vous l'avez rencontré, non? Non. Non. Donc, nous avons connu ses livres. Voilà. Nous avons connu ses livres. Et nous avons connu bien sûr des personnes qui l'ont connu. Oui. Y a-t-il d'autres personnes, y a-t-il un autre représentant de, je sais pas, de la lignée de cette famille ou des gens qui auraient continué son enseignement peut-être? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a bon, là, vous voyez, à côté, il y a un autre... donc, ici, là, donc, on a le maître. On l'appelle maître parce que c'est le respect qu'on donne à cet homme, maître Samael Onbeor. Et à côté de lui, il y a un autre homme qui fut aussi, on parle au passé, qui fut un de ses disciples, qu'on appelle le maître Laxmi, qui est connu comme maître Laxmi. Bon, en tout cas, ces deux personnes ont fait que, actuellement, une école gnostique à travers le monde. Et donc, ici, nous représentons cette école gnostique. Nos écoles. Et donc, de toute façon, là, maintenant, vraiment, la personne qui a ouvert en grand les portes de la connaissance gnostique, de la culture gnostique, qui n'est ni plus ni moins que la culture de l'être humain, mais dans tous ses aspects, c'est le maître Samael. Ça à partir de 1950, donc c'est pas d'aujourd'hui non plus. Il s'intéresse à tous les mouvements, parce qu'on voit Égypte aussi, Maya. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, cet homme-là, il a une explication de... Il a fait le tour de toutes les cultures du monde. Et non pas par la connaissance, une connaissance livresque qu'il avait des bibliothèques, bien sûr qu'il est sûrement allé dans les bibliothèques, parce qu'il se dit, même lui, de temps à autre, il s'intitule comme... je ne sais pas comment il dit, enfin bon, il a un terme spécial pour dire que bon, il était fourré dans les bibliothèques, mais ce qu'il explique, c'est que lui, il a appris toutes ces sciences au sein de la nature, c'est-à-dire en pratiquant toutes ces choses, tous ces principes dont nous avons parlé très synthétiquement aujourd'hui. On en a donné un panorama rapide. Donc lui, il a vraiment montré comment faire. Mais pour montrer comment on peut faire, il l'a fait d'abord lui. Voilà. Oui, mais bon, c'est un autre terme qu'il utilise. Non. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, une espèce comme ça, quoi. En tout cas, merci pour cette conférence qui était, comment on l'appelle, compréhensible, ouverte, voilà. Bon, C'était tant mieux. bien, et- Bon, tant mieux. C'est ça. Il faut au moins qu'on ait compris quelque chose. Peut-être pas tout, mais quelque chose. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous.